Catherine Ricbuche de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire un peu de génétique sur le monohybridisme, c'est-à-dire la gestion d'un seul caractère sur des gènes non liés au sexe. Pour ce qui est des gènes liés au sexe, ce sera dans une deuxième vidéo, notamment pour parler du gène INO, dont j'ai vu une erreur monumentale, comme quoi c'est les mâles qui donneraient ça à leurs filles sans l'exprimer eux-mêmes. Non, c'est pas ça du tout. Donc nous verrons ce qu'il en est. Je vous expliquerai mieux parce que la mère intervient également. C'est la mère et le père qui provoquent le gène INO et pas seulement le père seul. Donc c'est une aberration. Donc ça serait bien que des éleveurs du dimanche ne racontent pas n'importe quoi sous prétexte qu'ils n'ont pas suivi de cours. C'est pour ça que je fais des vidéos, d'ailleurs, c'est pour que ça change. Il y aura la conjugaison de deux gènes, notamment le gène INO et le gène face blanche qui peuvent donner un oiseau complètement blanc. Donc ça va dépendre, ça sera obtenu sur une petite quantité de la population. Donc c'est un peu aléatoire, mais j'expliquerai comment ça peut arriver, comment en quelques générations on peut créer ça et donc pouvoir ensuite produire des lignées pures de perruches calopsites totalement blanches. Alors dans cette vidéo, on parlera surtout des hybrides obtenus à partir de gènes sauvages. Alors là, vous voyez ce qu'on appelle les phénotypes de gènes sauvages parce que j'avais dessiné le portrait de mes deux perruches, Lutienne la femelle à gauche et Beren le mâle à droite. Vous voyez que le mâle n'a pas de zébrure à la queue, qu'il a le masque jaune qui se prolonge sur la houppette, alors que chez la femelle c'est un mélange de gris et de jaune qui donne plutôt du vert, voilà, à forte prédominance grise, et que les deux ont ce qu'on appelle l'ocelle, la petite tache orange. Nous verrons donc dans cette vidéo le croisement gène sauvage avec le gène bronze phallo qui s'exprime chez l'individu par une couleur à la place du gris de beige pâle. Donc c'est quelque chose que j'aime bien comme gène, même si j'ai pas d'individu comme ça. Moi, je n'ai que deux sauvages, hein, je débute dans ce genre de choses. Mais par contre, ayant une maîtrise de biologie cellulaire, génétique moléculaire, ayant vu la génétique mendélienne pour le bac, donc je suis tout à fait apte à vous parler au-delà de ce dont vous avez besoin. Donc, je vous dis, ça c'est une mutation que j'aime bien, que je trouve jolie, mais ça va dépendre des goûts des personnes. Alors, les mutations dont on va parler, c'est pas une introduction comme j'ai vu sur un site débile à la mutation. De toute façon, quand on voit comment ils gèrent leur affaire, au secours, hein. J'ai eu affaire à ces personnes, c'était pas terrible. Je ne les citerai pas. Non, parce qu'une mutation, une introduction à la mutation ou un cours sur la mutation, ça serait comment les provoquer. Vous n'allez pas les provoquer. Provoquer, c'est soit pervertir le gène par des techniques, par exemple style OGM, soit soumettre l'animal à quelque chose de cancérigène. C'est ça, ce qu'on appelle faire des mutations. Vous n'allez pas faire des mutations, vous allez fabriquer des hybrides à partir d'individus mutés. Donc vous ne vous occupez pas de mutation, même si vous utilisez l'hybridation d'individus mutés. Donc les mutations, oui, ça peut être différents types, ça peut être provoqué par les OGM, il peut y avoir, on commence à travailler là-dessus pour un domaine de santé, réparer les mutations. Alors ça, c'est beaucoup plus sain que cette histoire d'OGM où il y a des risques, comme on met des molécules sur des individus
avec lesquels ça ne cadre pas parce qu'ils les produisent pas naturellement, il peut y avoir des histoires d'allergie. Et comme on utilise des gènes de bactéries et de virus, c'est pas tout à fait stable, donc non, c'est pas quelque chose à. Par contre, c'est pas quelque chose à continuer. Par contre, pour uniquement de la santé, il ne s'agit pas de modifier un gène pour donner des blonds yeux bleus. Uniquement pour de la santé, pour éviter un cancer, oui, ça peut être intéressant. Soit de méthyler le gène de régulation des cellules qui permet, c'est des gènes promoteurs là qui permet de faire régresser le cancer, ça a priori ça serait au point, soit directement couper et le gène défectueux qui s'exprime mal, et à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, ça c'est très compliqué. Ni même la lutte des insectes qui s'attaquent aux cultures, comme c'est le cas des pieds de vigne, en greffant des pieds de vigne sur européens sur des pieds, en greffant des fruits, enfin des branches produisant des fruits français sur des pieds de vigne américains pour éviter le xylophéra. Non, ça a été fait par le passé, ça n'a rien à voir avec la génétique, c'est juste une technique de greffe bien connue des jardiniers. Donc moi on m'a dit que c'était de la génie génétique, non, rien à voir. Même si on utilise les caractéristiques spécifiques à certains individus. Donc revenons, donc on a vu le gène Bronce-Fallot. On va voir aussi le croisement des espèces sauvages, du genre sauvage, des individus sauvages, avec le gène phallocendré, qui lui est un gène d'un gris atténué. Alors moi, la photo que j'avais, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les individus, mais il avait carrément la houppette blanche. Je ne sais pas si c'est systématique, mais au moins c'est comme ça pour certains l'individu photographié que j'ai vu sur le net. Vous avez aussi des gènes qui n'intéressent que la tête. Vous avez le gène face pâle, vous avez le gène face blanche. Et là, on voit que suivant les goûts, les personnes vont être plus ou moins intéressées. Tous ces gènes-là sont parus en captivité ne seraient vraiment que très occasionnels dans le milieu naturel, parce que normalement, c'est la coloration sauvage, si ça fait longtemps qu'elle est là et très dominante, c'est parce que c'est un caractère favorable. Et que ces mutations ne sont pas favorables dans la nature. Pourquoi? Ça, j'en sais rien encore. Certainement notamment pour les espèces très pâles de résistance au soleil, hein. Donc, ou de résistance à la chaleur. Alors que par chez nous, quand un caractère nous plaît bien, comme c'est le cas pour moi, le gène Bronce-Fallot, j'ai pas d'individu comme ça, j'ai pris des individus sauvages plus courants, eh bien, qu'est-ce que va faire l'éleveur? En fonction de sa clientèle ou de ses goûts personnels, il va orienter son élevage en faisant une sélection qui lui permettra de faire certains gènes. Donc je vais vous aider dans cette sélection-là. Donc il y a d'autres gènes. Le premier gène à être apparu sur la calopsite, visiblement, ça serait le gène panaché, où vous voyez une calopsite avec des taches blanches qui perturbent la couleur grise sur tout le corps, et les ailes et la queue. Vous avez le gène H. Alors le gène H, vous avez certaines parties qui seront plus foncées parce que sur certaines parties du corps, la mélanine sera responsable du côté noir, du gris, sera refoulée sur l'extrémité des ailes, de la queue et de la houppette, et donc comme elle est plus concentrée, donnera des extrémités noires. Un autre gène intéressant à hybrider toujours avec l'espèce sauvage, c'est le gène white naped, c'est-à-dire, là je ne sais pas si vous voyez bien,
j'ai essayé de le dessiner correctement, c'est des taches derrière la nuque blanc à blanc jaunâtre. Donc, pour bien connaître la génétique, il y a des mots à comprendre que je vais vous donner avant de vous montrer les expériences pour que vous compreniez, parce que vous n'êtes pas dans une optique de bac, mais plus dans une optique de gestion d'élevage. Vous n'êtes pas obligé de comprendre toute la pédagogie de comment on a trouvé tout ça. Alors, le génotype, c'est les gènes, les deux gènes, celui donné par le parent et celui donné donc par le père et par la mère, mais ça ne s'exprime pas toujours directement, on ne sait pas toujours en regardant l'animal physiquement quel gène a été transmis. On ne le sait pas toujours. On peut le deviner plus ou moins, mais on ne le sait pas toujours. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Le phénotype, c'est ce qui va s'exprimer sur l'animal. Le gène dominant, un gène dominant et un gène récessif, eh bien, quand les deux gènes se retrouvent chez un individu, un gène dominant et un gène récessif transmis par les deux parents, le gène qui va s'exprimer sur le phénotype, donc physiquement, ça va être le gène dominant, et celui qui ne s'exprimera pas, ça sera le gène récessif. On parle là dans les hybrides, parce que quand vous avez deux gènes dominants, c'est dominant qui s'exprime, et quand vous avez deux gènes récessifs, c'est récessif qui s'exprime. Le gène codominant, ça veut dire que si les parents sont de lignée pure, on va voir ce que c'est, avec deux caractères différents, la descendance qui obtient les deux gènes différents des parents, eh bien, vont exprimer un caractère qui est intermédiaire entre ceux des deux parents. Un gène autosomal. Gène autosomal, ça vient du fait que vous avez deux chromosomes sexuels X et Y, et donc si les autres gènes, les autres chromosomes sont dits autosomales parce qu'ils n'expriment pas les caractères sexuels, et donc ne sont pas, les gènes figurant dessus sont dits autosomales parce que ne sont pas liés du tout au sexe. Gènes liés au sexe, eh bien, ce sont les gènes qui sont sur les chromosomes X et Y, et donc qui vont s'exprimer pour différentes raisons possibles et inimaginables. Il n'y a pas qu'une raison, il y en a plusieurs. Soit sur la femelle uniquement, soit sur le mâle uniquement. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que c'est pas le père qui transmet à la fille sous prétexte que l'hémophilie est transmise par les mères à leur fils. Là, parce qu'il y a une question de gène létal, c'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes qui naissent avec l'hémophilie. Donc c'est plus compliqué que pour le gène INO. Donc ne mélangez pas tout, parce que vous faites des correspondances qui ne sont pas tout à fait vraies. La mutation, c'est quelque chose qui apparaît spontanément dans la population, normalement à l'état naturel, mais qui en général continue à se cantonne à quelques individus parce que n'apportant pas de caractéristiques permettant de vivre à l'extérieur, dans la nature, ou par suite de changements extérieurs, soit par migration, soit parce qu'il y a eu des phénomènes tectoniques ou des changements de climat, la nouvelle mutation est mieux, plus valable, permet à l'individu de vivre plus longtemps, et donc là, elle va petit à petit se développer dans la population. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les gènes qu'on étudie dans cette vidéo, parce que nous étudions des mutations qui, si elles se retrouvent dans la nature, ne perdurent pas. C'est dans les élevages qu'on les retrouve, parce que par goût, comme moi pour le gène bronze-phallo, même si j'ai pas de bronze-phallo, eh bien, le propriétaire va trouver ça intéressant, les clients de l'éleveur vont trouver ça intéressant, donc du coup, l'éleveur, par souci de fidéliser sa clientèle et les amateurs d'une mutation spécifique, va développer des lignées pures de cette mutation. Comme nous allons le voir, c'est possible à tout niveau d'éleveur. Là où c'est moins possible, c'est pour les chevaux qui ont une durée longue et
et qui coûte cher. Mais si vous avez des calopsites, eh ben oui, c'est facile parce que ce sont des petits individus qui coûtent pas cher. Donc si vous avez 20 couples de la même mutation en lignée pure, là ça devient facile. Et donc quand vous avez une mutation et que vous le croisez soit avec une autre mutation, soit avec le gène sauvage, donc quelque chose qui ne correspond pas, les deux parents ne se ressemblent pas, eh bien, vous obtenez une hybridation. Donc, vous voyez, les choses sont pas si compliquées que ça. Avant de penser à de l'hybridation, il faut vérifier qu'une lignée est pure. Donc, par exemple, vous avez un couple de souris grises. En général, on en prend plusieurs pour éviter la consanguinité. C'est pour ça qu'il est important, même vous, éleveurs anodins, pour pas générer les problèmes qui ont été créés avec les cockers pour La Belle et le Clochard, quand le film, il y a eu un effet de mode sur les cockers, qui ont rendu du coup les cockers agressifs, ou un problème avec les de consanguinité avec les dalmatiens à cause des 101 dalmatiens, tout le monde a voulu des dalmatiens, on a du coup reproduit ça de façon aberrante, et parfois entre frères et sœurs et entre cousins parce qu'on n'en trouvait pas, eh bien c'est bien, même si vous êtes un petit éleveur, que vous n'avez qu'un couple, de faire une généalogie de votre côté avec votre oiseau qui porte son nom tel que vous l'avez appelé, même si ça va être changé plusieurs fois après par la suite par l'autre propriétaire parce que ça lui plaît pas. Et avec le nom d'élevage, comme ça, on peut avoir une trace. Vous choisissez un nom d'élevage, peu importe. Vous aimez Mickey, vous l'appelez Mickey, ou alors vous appelez Durand, vous l'appelez Durand. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'on ait une trace un peu de ce qui se passe pour pouvoir faire les choses correctement. D'ailleurs, quand vous posez vos bagues, normalement, il y a un numéro d'élevage. Donc, vous faites sur 2 générations des croisements de souris grises. Vous voyez qu'à la première génération obtenue à partir des parents, normalement on ne fait pas ça qu'avec un seul couple, par plusieurs, je le répète, parce que sinon il y a de la consanguinité, vous obtenez que des gris, et si vous recroisez en F2, vous n'obtenez que des gris à nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle une lignée pure, parce que 2 parents croisés ensemble, donnant des enfants et des F1 et des petits-enfants F2 et de même phénotype, bah c'est forcément une lignée pure. On verra pourquoi au fur et à mesure. Donc, le premier croisement, c'est P pour parent. Le deuxième croisement, c'est F1 pour la première génération. Et la deuxième croisement, c'est F2. C'est les petits-enfants des premiers. Et on fait pareil avec des souris blanches. On les croise entre elles et après on croise ensemble leurs descendants, toujours si possible pas avec un seul couple d'origine parentale, mais plusieurs. Et du coup 100% de blanches, 100% de blanches en F1 et en F2. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, au moins pour les lignées pures. Après, là où ça se complique un peu, vous croisez une souris blanche avec une souris grise. 2 lignées pures vérifiées. Vous vous rendez compte que en F1, bah c'est bizarre, il n'y a plus de blanc. Vous obtenez que des grises. C'est-à-dire que le caractère gris est le caractère dominant. Le blanc a disparu, le blanc est récessif. Et tiens, en F2, chez les petits-enfants, que c'est drôle, le blanc réapparaît. Donc, on va essayer de comprendre avec d'autres croisements ce qui s'est passé. On vous reviendra au calopsite, je vous le promets. Mais avant ça, je vais vous parler des petits pois de Mendel. Mendel a été le premier généticien. Il a eu l'idée que des caractères pouvaient être liés et qu'en croisant les individus, on pouvait faire des stats qui pouvaient faire comprendre comment des gènes liés pouvaient s'exprimer et à déterminer tout ce qui est caractère récessif et dominant. Il a travaillé énormément sur des pois et le croisement le plus connu c'est Poillis poiridé. C'est pas le seul, mais c'est Poillis poiridé. Donc vous prenez des poillis que vous croisez avec des poiridés, c'est facile sur les plantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suffit de prendre sur les stigmates de la fleur quelque chose que l'on
fonce au niveau des ovaires d'une autre fleur ayant un autre caractère. Mendel savait très bien faire, il faisait ça avec un pinceau. Donc, en F1, il obtenait que du lisse, donc lisse et le caractère dominant, et en F2, on revoit 75% de lisse et 25% de ridé. Donc vous voyez, ces travaux étaient basés là-dessus. Alors ces probabilités ne marchent que pour l'obtention d'une centaine d'individus. Sinon, vous avez des résultats plus disparates en dessous de la centaine. Et pour ceux qui connaissent un peu les statistiques, en fait, pour vérifier si les résultats sont corrects, on utilise Gauss avec un risque de 5% d'erreur. Pour ceux qui connaissent, moi je développerai pas ça. Alors, si on en revient à nos perruches, si on croise un sauvage avec un bronze falot, je commence par ça parce que c'est la mutation que j'aime le mieux, eh bien, en F1, vous allez avoir 100% de sauvage. Donc, vous commencez à comprendre, c'est un peu du rabâchage, mais c'est normal, c'est pour que vous reteniez. Donc, le gène sauvage est dominant sur le bronze falot qui est récessif. Et en F2, vous obtenez 75% de sauvage contre 25% de bronze falot. Pour l'instant, tout va bien, on a compris. Qu'est-ce qui va permettre de mieux comprendre ce qui se passe? Eh bien, c'est les belles de nuit. Parce que si vous croisez une belle de nuit rouge avec une belle de nuit blanche, tiens, c'est bizarre. Vous obtenez F1, 100% de rose. Et le rose, c'est entre le rouge et le blanc. Donc, vous en déduisez qu'il s'agit d'une codominance et non pas d'une dominance. Donc, au moins, chez les belles de nuit, ne me dites pas que c'est vrai partout. Je sais que c'est vrai sur les belles de nuit. Sur les autres, je ne sais pas. J'aurais besoin d'informations pour chaque fleur, pour le savoir. Eh bien, le gène rouge et le gène blanc sont co-dominants. On obtient une couleur intermédiaire qui est le rose. Et donc, c'est pas compliqué. Pour vérifier, il suffit de faire une hybridation des F1 entre eux. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient rouge, 25% de rouge, 25% de blanc, 50% de rose. Et là, on commence à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que les roses ont reçu le gène blanc et le gène rouge de leurs parents. Un gène rouge et un gène blanc. Les fleurs blanches ont reçu 2 gènes blancs et les fleurs rouges ont reçu 2 gènes rouges. Pour le vérifier, il suffit de vérifier que le blanc et le rouge est bien ligné pur. Mais comme on s'en est rendu compte, il y a de fortes probabilités. Donc on croise entre elles les fleurs rouges de génération F2, ce qui donne bien une génération F3 de fleurs uniquement rouges. Et on fait pareil avec les fleurs blanches. On croise les fleurs blanches de génération F2 entre elles et on n'obtient que des fleurs blanches de génération F3 blanches, 100% blanc. Donc là, on commence à comprendre comment le mécanisme se fait. Et donc, on peut mettre au point ce que l'on appelle un tableau de croisement. Un tableau de croisement se dessine comme vous le voyez à l'écran. On sépare les gamètes de la mère et du mâle, en tout cas même quand c'est sexuellement transmissible, mais enfin bon, les résultats peuvent différer. Le mâle donne une gamète rouge, une gamète blanche, la femelle donne une gamète rouge, une gamète blanche, et vous voyez bien que comme il y a autant de gamètes rouges et de gamètes blanches dans chacun des parents, si vous mélangez aléatoirement, vous obtenez bien 2 cases de rose pour une case de rouge et une case de blanc, ce qui fait bien 25% de rouge, 25% de blanc, 50% de rose. Évidemment, il faut bien le rappeler, ceci n'est valable que pour des populations obtenues de descendants d'au moins une centaine d'individus. En dessous, c'est moins vérifiable.
Donc, si on refait le tableau de croisement de nos petites souris, on va trouver que le mâle de F1 donne une gamète grise, une gamète blanche, la femelle donne une gamète grise, une gamète blanche. Comme les souris qui contiennent les deux gènes sont grises, on obtient bien 50% de GB, c'est-à-dire des souris qui sont grises indifférenciables des souris contenant uniquement le gène dominant, mais qui contiennent le gène gris et le gène blanc, 25% de souris ne contenant que le gène dominant, GG, et une souris blanche, BB. Donc, on voit bien que ça fonctionne et j'espère que vous avez mieux compris que Beren. Si maintenant, on croise toujours ce qui correspond à Lutyène et Beren, femelle sauvage ou mâle sauvage, à la mutation gène bronze-phallo. Que va-t-on donc obtenir? Qu'est-ce que vous devez vous attendre à obtenir si vous obtenez une centaine de descendants? Eh bien, en génération F1, faut pas vous déboussoler, ça sera forcément du sauvage S sur du bronze phallo, donc vous aurez l'impression d'en avoir rien obtenu, mais c'est en croisant ces F1 que vous allez obtenir des F2, 3/4 de phénotype sauvage, dont la moitié, dont les 50% de descendants seront hybrides, et 25% de sauvages purs, lignée pure, et en lignée pure, 25% de bronze phallo. Et c'est ces bronzes phallo là, comme le gène est récessif, vous êtes sûr qu'ils sont de lignée pure, grâce à eux, en les combinant avec d'autres bronzes phallo, en évitant si possible la consanguinité, que vous allez pouvoir créer un élevage de bronze phallo. Maintenant, que se passe-t-il si on croise des sauvages, toujours sur le modèle de mes perruches Lutyène et Beren, avec des porteurs du gène phallo-cendré, c'est-à-dire un gène où, au lieu d'avoir un gris soutenu, on a un gris clair? Eh bien, c'est toujours la même chose. Vous obtenez en génération F1 100% de gris, type phénotype sauvage, alors qu'en fait ce sont des hybrides, sauvages et phallo-cendrés. Et si vous croisez les F1 entre eux, vous allez obtenir 25% de vrais sauvages, uniquement sauvages, 50% d'hybrides sauvages et 25% seulement de phallo-cendrés de génotype et phénotype phallo-cendré. Si maintenant vous croisez toujours sur de l'équivalence de Lutyène et Beren de phénotype sauvage avec le gène panaché, là où il y a des taches un peu partout, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est toujours la même chose, parce qu'on a encore à faire un gène récessif. Vous allez obtenir 100% de phénotype gris, mais ce sont bien des hybrides qui vont être à la fois sauvages et panachés. En F2, vous allez avoir 25% de sauvages purs, 50% de sauvages de type hybride, contenant caché le gène panaché, et 25% de lignée pure panachée. Donc, encore une fois, même si vous pouvez obtenir des panachés avec les hybrides sauvages, vous voyez bien que vous aurez un rendement faible et que c'est plutôt dans votre élevage les panachés qu'il faut favoriser si vous voulez produire beaucoup de mutants panachés. Maintenant, que se passe-t-il si l'on croise toujours Lutyène et Beren avec donc phénotype sauvage et génotype, je ne sais pas encore quel est leur génotype, mais on part du principe que ce sont des souches pures, avec le gène face pâle.
Eh bien, nous sommes toujours sur du face pâle récessif. Donc, en F1, 100% de sauvage hybride, grand S sur FP, pardon. Hein, j'ai oublié de dire, le dominant se met avec une majuscule et le récessif avec une minuscule hein, dans les notations. Vous allez obtenir 25% de vrai sauvage lignée pure, 50% de sauvage hybride avec le gène face pâle caché et 25% de lignée pure face pâle. Donc vous voyez, face pâle, c'est pareil, c'est avec des faces pâles que vous arriverez à faire une lignée pure si vous voulez le favoriser. Après, les gènes face blanche, si vous croisez toujours de vrais sauvages de lignée pure avec un porteur du gène face blanche, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est encore du récessif. Hein, je vous assure, on ne verra pas que du récessif, on verra aussi codominance et dominant. Donc, vous avez toujours en F1 des hybrides 100% sauvages et le gène caché face blanche. Et en F2, vous avez 25% de souches sauvages pures, 50% de sauvages hybride et seulement 25% de face blanche. Donc vous voyez sur le récessif, si vous voulez favoriser le récessif, il suffit de faire des lignées pures à partir d'individus en évitant la consanguinité, en ne prenant pas des membres de la même famille qui en fait expriment directement le gène. Donc sur le récessif, la sélection dans votre élevage va être facile. Maintenant, pour ce qui est des comment vérifier que les sauvages sont sauvages de lignée pure ou sauvages hybrides? Eh bien, on fait ce qu'on appelle un crossing test ou croisement test. C'est-à-dire que si on prend un individu de souche pure, qu'on le croise avec un double récessif, on va avoir des générations de F1 qui sont GB. Maintenant, si cet individu, voilà, l'autre possibilité est gris hybride, sauvage hybride, quand vous le croisez avec un double récessif, vous allez obtenir 50% de gris, 50% de blanc. Les gris seront GB et les blancs seront gènes doublement récessifs, alors que les gris seront hybrides. Les blancs seront, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, seront double récessifs. Alors, donc, à chaque fois que vous voulez distinguer les doubles dominants des dominants de génotype hétérogène, c'est-à-dire des hybrides, c'est avec ce crossing test, avec un double récessif qui vous apportera la réponse. Donc, jusqu'à présent, en fait, vous allez croiser la mutation sauvage avec l'une des mutations qui, juste à présent, était toute récessive. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, maintenant, ce qui va changer, on croise toujours nos sauvages avec le phénotype gène Edge. Que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, il y a codominance. Vous allez avoir, bon, je n'ai pas trouvé de photo, donc il est très vraisemblable qu'il y aura moins de mélanine repoussée aux extrémités, en fait. Ça sera toujours plus foncé aux extrémités, mais ça sera gris sombre au lieu d'être noir. Donc, comme il y aura codominance, les deux gènes s'exprimeront dans une proportion de 50-50 et on obtiendra un phénotype pour la F1 qui sera entre les deux phénotypes des parents et donc vous aurez 100% une population homogène, mais avec un phénotype qui est à moitié sauvage, à moitié edge. Et que va-t-il se passer en F2? Eh bien, c'est comme avec nos belles de nuit roses, vous aurez 50% d'intermédiaires, donc les extrémités seront grises foncées au lieu d'être noires. Vous aurez 25% de phénotype sauvage lignée pure, 25% de lignée pure
Edge. Alors, je suis pas sûre que ce soit facile à observer, mais en gros, c'est comme ça. Vous devriez voir une différence phénotypiquement. Ça devrait marcher un peu comme ça, même si j'ai pas trouvé de photos montrant ce phénotype intermédiaire. Alors, quand on croise toujours lutein et bérène, mais cette fois avec un white napper. Vous voyez, c'est ces perruches qui ont une tache blanc ou blanc jaunâtre derrière le cou. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est notre premier gène dominant par rapport au sauvage. Donc, vous allez avoir croisement entre les deux. En F1, vous allez avoir un phénotype qui s'exprimera avec la tache derrière le cou, white nipple, et non plus un génotype sauvage. En F2, que va-t-il se passer? Du coup, il y aura 25% de white nipple lignée pure parce que dominant, 50% de white nipple hybride. Donc vous voyez, c'est là qu'il faudra faire des crossing tests pour voir si lesquels sont hybrides, lesquels sont de souche pure. Parce que là, ce n'est plus le sauvage. Le sauvage, il est forcément de lignée pure. Donc c'est là que vous allez avoir une différence et que tous vos white nipped ne vont pas donner à 100%, même croisés entre eux, des white nipped. Il faudra distinguer lesquels, en faisant des statistiques, sont vraiment white nipple doublement dominants. Voilà, donc la prochaine vidéo portera d'abord sur ce qui s'appelle les croisements avec la prochaine vidéo sera tout ce qui est croisement lié au sexe sur les chromosomes soit X soit Y en partant de données sur l'humain avec des mutations sur le chromosome X ou Y pour expliquer la mutation INO. Et l'autre vidéo de génétique que je ferai seulement en troisième, ça sera le dihybridisme, c'est-à-dire comment croiser entre elles deux mutations, parce que oui, là ça va être un peu plus compliqué, ce n'est plus du monohybridisme. Quand vous croisez les gènes récessifs entre eux, vous avez du dihybridisme, vous croisez entre eux deux caractères différents et ça ne donne absolument pas la même chose que ce que nous venons de voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.